Créer sa boîte en sortie d'école, ça peut sembler impossible. Et pourtant, beaucoup font ce choix d'entreprendre très jeune, certains avec beaucoup de succès. C'est le cas de Jade Duraz, fondatrice de Way le Média, qui propose entre autres tout un tas de contenus assez fous pour t'y retrouver dans le monde du travail. Mais avant d'accueillir Jade pour qu'elle nous livre tous ses secrets pour créer sa boîte, jingle. 3, 2, 1. Bienvenue sur l'influenceur avec un grand H, le podcast qui t'accompagne dans ta vie professionnelle. À travers chaque épisode, je te livre mes meilleurs conseils pour trouver ta voie et t'épanouir dans ton travail. Je suis Guillaume Couder et je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Salut Jade. Salut Guillaume. Alors, je suis super content de te recevoir pour parler d'un sujet qui va forcément intéresser pas mal de monde, comment lancer sa boîte en sortie d'école. Alors, je crois que c'est ton cas. J'ai bien envie justement que tu te présentes à nos auditeurs et nos auditrices. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Ouais, du coup, je m'appelle Jade, comme tu le sais. J'ai 25 ans maintenant et en fait, j'ai lancé ma boîte même pendant mes études à la Sorbonne parce que je m'ennuyais beaucoup. À l'heure actuelle, c'est un média qui parle du monde du travail, ouais, le média, sur TikTok et Instagram. Et à l'époque, c'était pas du tout aussi réfléchi. C'était vraiment juste parti d'une réflexion qui a été que moi, j'avais galéré à m'orienter. J'avais préparé les concours de Sciences Po. Je raconte toujours cette histoire parce qu'elle est très parlante. J'avais préparé les 3 concours sur les 4 de Sciences Po, Paris, Bordeaux et le concours commun. Très logiquement, je les ai tous les 3 ratés. Et j'ai atterri complètement par défaut dans une licence de la Sorbonne qui s'appelait lettres éditions médias audiovisuels, qui me plaisait pas du tout et sur laquelle on m'avait vraiment menti. On m'avait dit que c'était hyper moderne et tout. Pas du tout, je faisais surtout de la littérature et de la grammaire. Donc, j'ai commencé un peu à me questionner sur pourquoi moi ça avait été aussi galère, pourquoi ça me plaisait pas, est-ce que c'était même possible de trouver un truc qui me plairait. Et en fait, je me suis rendu compte cette année-là que c'était un constat partagé par quasiment 90% de mon entourage, que beaucoup de gens étaient déçus des études choisies, que c'était pas ce à quoi ils s'attendaient, qu'ils avaient une idée complètement erronée du parcours dans lequel ils étaient vraiment. Et du coup, je me suis dit: «Bah, il y a peut-être quelque chose à faire». Et c'est vraiment juste parti de là. J'ai pas de parents entrepreneurs, je connaissais pas le mot entrepreneuriat, ou en tout cas pas cette définition jusqu'à 2017. Donc c'est vraiment, c'était le niveau zéro. Et puis après, petit à petit, à force, de beaucoup d'itérations, dès ma deuxième année, en fait, à la Sorbonne, et ben j'ai commencé à créer, le niveau, vraiment la ligne -12 de Skyway, à l'heure actuelle. Et Ouais. puis, ça nous a, amenés à communiquer sur les réseaux en 2021, sur TikTok surtout. Et puis après à développer l'audience et voilà quoi. Et c'était confortable parce que notamment j'étais étudiante, donc j'avais pas de famille à nourrir, pas de pression, un statut confortable quoi. Il y a du temps libre. Justement, c'est plus facile de lancer sa boîte quand tu as justement pas de famille à nourrir, quand tu as pas, entre guillemets, de contraintes. Je vais pas dire qu'avoir une famille, c'est ça rime avec contrainte forcément, mais c'est plus simple, tu penses, de lancer sa boîte lorsqu'on a justement pas d'engagement? Je pense que en tout cas ça tu te poses certainement moins de questions quand même à l'amorçage. Et puis avec le recul, ça m'énervait beaucoup quand, à l'époque, on me le faisait sentir, mais c'est le cas. J'étais très naïve sur, la réalité, de l'entrepreneuriat, du marché, sur le monde du travail surtout, hein, finalement, parce que, c'est logique, j'avais 18 ans et jamais eu d'expérience, pro de quelle qu'elle soit. Donc je bossais un peu dans l'événementiel, tu vois, des jobs de tête, trucs comme ça. C'est rien qui puisse, vraiment te permettre de te rendre compte, de la réalité, du monde du travail. Donc effectivement, pas de réseau, pareil, tu vois? Il y a des inconvénients à ça aussi. Mais je pense qu'effectivement, c'est le fait de pas savoir tous les obstacles que tu vas rencontrer qui fait que tu te lances vraiment. Ouais, Et je pense que c'est une naïveté que tu as plus facilement quand, tu es jeune. Et puis effectivement un disons un confort dans le risque que tu as pas forcément effectivement quand tu es parent, quand tu as des gens qui dépendent de toi. C'est vrai que, pour le coup, tu vois, moi, j'avais une bourse au mérite, les APL. Je taffais, je donnais des cours et je bossais dans l'événementiel à côté pour, payer mon loyer et tout ça. Mais en ouais, vrai, j'avais que moi à gérer, tu vois? C'était confortable en soi. Donc effectivement, je pense que pour pouvoir gérer le facteur risque que ça implique, c'est plus facile quand tu sais que ça retombe que sur toi. Et puis surtout, moi, le worst case scénario, c'était que ça marche pas. Et puis, du coup, je faisais un master et je taffais, en fait. Enfin, tu vois, ouais. j'avais littéralement rien à perdre. Enfin, moi, je le voyais vraiment comme ça. Je me disais: «Bon, au final, si, parce que de l'argent, hein, j'ai investi pas mal d'argent quand même dedans». Mais pour moi, c'était une expérience quoi qu'il arrive et il y avait pas de ça allait jamais être perdu. Et je me disais juste: ça marche pas, tant pis, je trouverai un taf, quoi». Ouais, tu vois, moi, je te sens assez sereine justement par rapport à ça. Tu te dis: «Bon, OK, je vais y aller, on verra. Si ça fonctionne, c'est bien. Si ça fonctionne pas, quoi qu'il arrive, j'aurai une porte de sortie». Mais je rencontre quand même pas mal de
d'étudiants et d'étudiantes dans le cadre des cours que j'anime dans certaines écoles, qui ont peur justement de se lancer, qui ont même peur de se lancer en freelance à côté de leur propre job, parfois en CDI, tu vois? Enfin, lorsqu'ils sont, diplômés. Qu'est-ce que tu leur réponds justement à ces personnes? Quels conseils tu peux leur donner justement à ces personnes qui ont peur de se lancer? C'est marrant, justement, j'ai vu un contenu là-dessus sur les réseaux la dernière fois, au sujet de la peur de l'échec et le fait que la peur, en fait, c'est le problème, c'est pas de l'échec. Moi, je le voyais pas comme un échec si ça marchait pas, je le voyais comme un truc que j'avais essayé et puis peut-être que j'allais pas en faire ma carrière, mais c'était pas grave, quoi. Et je pense que quand tu vois la chose comme un chemin et que tu dis: «Bah, juste, j'ai envie de faire ça, je vais le faire et je vais voir ce qui se passe», tu te dis pas qu'il y a une finalité, qu'il faut absolument, enfin, bien sûr que je me disais que je serais millionnaire à 25 ans, spoiler Peut-être. alert, c'est pas le cas, mais effectivement, je le vis pas comme un échec, tu vois? Je Ouais, le dis souvent en plus, c'est que je tu le pensais que j'en seras à serais beaucoup 26. plus loin. Pardon, ouais. Bon, peut-être pas 26, mais allez 30, mais vraiment, tu sais, à l'époque, je me disais que je voulais atteindre tous ces objectifs-là, bah, du coup, pour mes 25 ans, tu vois? Et maintenant que j'en ai 25 et que je les ai pas atteints, j'ai pas l'impression que c'est un échec. Parce qu'au final, il s'est passé plein de trucs entre-temps. J'ai appris énormément de choses. Je suis très satisfaite de là où j'en suis à l'âge que j'ai et je pense Ouais, que c'est ça qu'il faut se dire, en fait. Il faut se dire juste le chemin est le plus important et vraiment, moi, j'en suis convaincue, c'est un échec quand tu t'arrêtes d'essayer, en fait. Et d'ailleurs, il y a pas de honte à arrêter d'essayer si tu te rends compte que c'est finalement pas ce qui te correspondait. Mais ouais. en premier lieu, il y a pas à voir les choses comme un possible échec, alors que c'est juste un test, c'est un truc que tu fais parce que tu en as vraiment envie, tu le ressens au fond de toi et si ça marche pas, bah, c'est pas grave, c'est que c'était pas vraiment fait pour toi ou que ça mènera à autre chose, quoi. Ouais, j'aime bien cette idée justement un peu de le chemin est presque plus important que l'objectif lui-même. Je trouve ça assez cool comme image et c'est vrai que là, tu as monté du coup un média qui cartonne. Oui, le média, si tu peux juste nous en dire quelques mots, quelle communauté tu as su créer? Quels sont les sujets que tu abordes justement à travers ce média? Bah, du coup, là, à l'heure actuelle, c'est à peu près, 130 000 personnes qui nous suivent sur TikTok et Instagram. On a un YouTube aussi qui est, Waouh! moins actif, et on fait à peu près 7 000 vues mensuelles, donc on a des Ah, bonnes c'est moyennes énorme. sur nos vidéos et c'est un savoir-faire, hein, c'est des mathématiques, les algorithmes des réseaux, donc c'est un truc qu'on a développé, avec le temps. C'était beaucoup d'investissements, pas à perte, tu vois? Mais où tu sais jamais si ça va vraiment être, rentable, parce qu'en fait, on a passé, quasiment, 1 an et demi à designer cette ligne éditoriale-là et moi, avant, j'ai passé, plus de 2 ans à essayer de comprendre les algos des réseaux, à essayer de comprendre TikTok et à trouver des compromis surtout entre produire de l'information qui a de la valeur et quand même qu'elle soit digeste pour l'audience. C'est tout le Ouais, problème ce de qui est pas l'industrie évident, des hein. médias, Surtout c'est quand on non, parle du c'est monde du travail, c'est quand même pas facile. et oui, c'est ça, c'est que c'est un sujet sérieux sur un support, les réseaux sociaux qui sont pensés pour le divertissement, donc c'est très compliqué et en vrai, c'est le problème de l'industrie des médias à l'heure actuelle, hein, c'est que, c'est compliqué de marketer une information. Il y a une contradiction dans l'idée, puisque tu es censé normalement, transmettre une information telle qu'elle est et la marketer, c'est la transformer donc il y a un truc qui est pas naturel et qui doit être, bien pensé pour garder quand même, respecter la véracité des propos et c'est vrai que c'était un vrai travail parce qu'on s'est dit, on a envie de pouvoir interviewer autant un chirurgien qu'un surveillant pénitentiaire et que ça intéresse autant l'audience, quoi. Et comment tu fais? Parce que c'est des sujets méga niches et la réponse qu'on a trouvée, nous, à ce problème-là, c'est d'avoir des concepts forts, en fait, des formats de vidéos, des structures. Je casse la tête de tout le monde avec, l'idée des concepts. Les concepts, c'est un contexte et un format. Donc un contexte, c'est comment tu tournes et un format, c'est l'information que tu mets dedans. Et typiquement, mon positionnement dessus, c'est qu'un bon concept, c'est quand il y a un décalage entre ton contexte, et ton format. D'accord. Et donc typiquement, nous, on s'est dit: «OK, on va décaler, par exemple, des formats, des informations super sérieuses où en fait, c'est une fiche de poste, tu vois concrètement les qualités essentielles, Ouais, le diplôme qu'il faut avoir», tu vois? Des trucs chiants sur le principe sur les réseaux. Là, on décale en ayant un contexte un peu plus fun, tu vois? On l'a appelé premier date le format et en fait, tu bois un café avec l'invité, hem et avec tout un setup qui va autour et pareil, dans la dynamique, dans la façon dont on pose les questions, on a essayé d'être, assez, efficace parce qu'on sait que, c'est un propos où on va avoir du mal à maintenir l'attention très longtemps, tu vois? Et ça, c'est un truc qu'on a développé avec le temps à force, des mois, voire, des années à produire du contenu, c'est de l'A/B testing que tu peux pas forcément, tu peux pas tricher. Il faut passer par, l'itération pour que ça fonctionne. OK, toi, on voit que effectivement, tu as bien préparé le truc, tu t'es bien renseigné sur les algorithmes et cetera. Tu as des concepts qui sont, hyper clairs. On voit que tu as bien pensé ton produit. Maintenant, voilà, il y a pas mal de gens qui hésitent à se lancer parce qu'ils se disent: «Ouais, il faut que je fasse un business plan, il faut que je clarifie tout Ouais. ça en avance» et donc voilà, ils se trouvent tout un tas d'excuses. Est-ce que tu penses qu'on peut lancer sa boîte et cartonner et la faire, réussir? Hem
comme ça, genre avec le hasard? Bah, je pense que ouais, il y a un facteur chance clairement, mais surtout, en fait, le plus important, c'est de commencer à faire des trucs, mais surtout, de d'arrêter de se dire, «Faut que je fasse ça parce que c'est ce que tout le monde fait». Moi, je sais que, tu vois, quand j'y repense maintenant, la première année où j'ai monté ma boîte, je bossais 12 heures par jour. J'arrive même pas à me souvenir ce que je faisais parce que en vrai, c'était que des trucs qui, au final, sont pas super constructifs, tu vois? Je me tuais à la tâche en faisant des trucs que les gens disaient qu'il fallait faire et au final, ça m'aidait pas du tout, tu vois? Moi, je le dis toujours, la première fois que j'ai fait un compte d'exploitation prévisionnelle sur 3 ans, qui était pertinent, c'était il y a 1 an. Parce qu'avant, c'était rien, tu vois? Il y avait pas de notion à mettre dedans. Enfin, j'avais aucune idée du marché, j'avais encore rien vendu, c'est ridicule. Tu passes un temps infini sur des supports que tu vas pas exploiter au final. Sauf si tu veux vraiment, aller présenter ton projet à des banques et dire, «Voilà, je veux faire ça, est-ce que vous me financez?» Tu vois? Là, ça peut avoir un intérêt et je le déconseille car bon courage. Mais, pour le coup, pour toi-même, ça sert à rien. Enfin, je pense qu'il faut aussi se faire confiance et que c'est pas parce qu'on n'a pas d'expérience que pour autant on a un instinct, pourri et pour le coup, faut passer du temps sur des trucs qui te semblent, toi, cohérents par rapport à ce que tu veux créer, quoi et pas, juste réappliquer, la recette miracle que tout le monde te raconte, quoi. Ouais, mais pour autant, c'est vrai que quand je discute avec toi, j'ai quand même le sentiment que tu les as, ces concepts. Tu vois, quand tu parles de compte d'exploitation, il y a tout un tas de jargon, enfin, il y a un jargon technique dont tu disposes. J'ai le sentiment quand même que tu es déjà une chef d'entreprise en herbe avant même d'avoir lancé ta boîte. Je suis sûr que tous ces concepts, tu les avais. Ça peut être vertigineux quand même, tout ça. Tu vois, si tu n'as aucune En compétence vrai, en comptabilité, ouais, j'en avais aucune, hein, j'en avais aucune, j'ai ouais, fait un bac L, hein, donc autant te dire que, les maths, j'ai appris à compter avec les comptes d'exploitation, clairement ouais. et non, j'avais pas de notion, mais en fait, tu apprends quand on a besoin. Moi, je suis vraiment, convaincue que tu pas enfin, que en fait, il y a un immobilisme dans le fait de vouloir absolument contrôler et maîtriser avant de faire, et typiquement, j'avais fait un contenu d'ailleurs, sur les réseaux pour en parler il y a 1 an, parce que j'avais donné des cours dans une école de communication et je leur avais dit: «Ben, voilà, j'ai l'âge des étudiants, et pour autant, je vais donner des cours». Quand on m'a appelé, qu'on m'a dit: «Est-ce que tu es chaud?» J'aurais pu dire: «Bah, non», parce que je l'ai jamais fait et que j'aurais pu me sentir pas légitime, mais j'ai dit: «Oui», parce qu'au bout d'un moment, il faut le faire et après tu verras, quoi Ouais, en fait, et c'est j'avais dit: osé. «Bah, ouais, c'est ça, c'est l'illustration du fake it until you make it», tu vois? Et ça avait énormément fait réagir parce que je pense que c'est quelque chose qui dérange, d'une certaine manière, mais en fait, enfin, c'est ridicule. Qui dit quel est le curseur à partir duquel on dit que tu es prêt à faire? Tu fais et c'est en faisant que tu vas apprendre. Moi, j'en suis convaincue. Je pense que ça, c'est une déformation de l'école, hein, un peu, qui te dit, d'apprendre bêtement et de cultiver un savoir, que tu mets pas forcément en application. Moi, personnellement, mon savoir découle de l'application et j'ai appris au fur et à mesure en fonction des besoins que j'avais et du coup, quand j'apprenais un truc, c'est parce que c'était pertinent. Sur le compte d'exploitation prévisionnelle, j'ai vraiment appris à en faire un il y a 1 an parce que là, c'était vraiment pertinent, c'était logique, j'en avais besoin maintenant. Bah, par contre, tout simplement, il sera pas parfait, mais non, tu sais, la fois d'après, il sera mieux, quoi. Ouais, non, mais c'est ultra intéressant ce que tu dis d'intervenir en école lorsque tu avais du coup 24 ans, si c'était il y a 1 an, auprès de personnes qui, certaines, j'imagine, étaient plus âgées que toi. Et comment tu ne cèdes pas justement à ce syndrome de l'imposteur dont on parle beaucoup? Parce qu'il y en a plein qui peuvent se dire: «Non mais attends, moi, intervenir devant des gens qui ont potentiellement une plus grande expertise que moi», il y en a qui vont se dire: «Mais qui je suis en fait pour intervenir auprès de ces personnes-là, quoi?» Bah, en fait, c'est marrant parce que, j'en ai parlé dans mon podcast. J'ai lancé un podcast qui s'appelle Road to 1 million pour documenter justement, comment je passe de 100 000 de CA à 1 million de CA et en fait, je crois que c'est le dernier épisode ou l'avant-dernier. Justement, je disais que je n'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur, pas une seule fois, même quand j'avais 19 ans et aucune idée de ce que je foutais. Parce que, en fait, j'ai travaillé déjà pour tout ce que j'aime maintenant. Je viens pas d'un milieu favorisé, ma mère est prof, j'ai personne qui a un lien avec les affaires de près ou de loin, dans mon entourage. Donc en fait, tout ce que j'ai travaillé pour et tout ce que je sais, je l'ai appris par moi-même. Et il y a pas de enfin, bien sûr, c'est les rencontres, c'est aussi la chance, des opportunités qui se présentent et cetera. Mais en fait, tout a été difficile. J'ai travaillé pendant 4 ans sans faire un sou et j'estime que du coup, tout ce qui en découle, c'est le fruit de ce travail-là aussi, en fait. Ouais, C'est donc pas, tu ultra légitime en fait, la réussite, tu la mérites, pas quelque chose dont tu as hérité, en fait. Moi, personnellement, je le vis comme ça, tu vois? Je le vis comme quelque chose que sur lequel je suis légitime parce que j'ai travaillé pour et en fait, on me demande de donner des cours sur les réseaux sociaux et je me sens complètement légitime. J'ai réussi, j'ai prouvé que j'ai une audience personnelle, j'ai une audience sur les médias, j'ai même lancé ma mère sur TikTok, qui a J'adore. 50 000 abonnés maintenant. Il va falloir Tu que tu vois? nous Je partages son sais compte, hein. que ah ben c'est conseil de prof, vraiment, elle est super, vous avez son autonomie Conseil de maintenant. prof. OK. Ouais et tu vois, en fait, j'aurais pas dit oui à ce cours si je savais pas que j'allais être compétente pour, parler du sujet, tu vois? Si on me demande de faire un cours sur les comptes d'exploitation prévisionnelle, j'aurais dit non, parce que là, je suis pas Oui, tu experte. étais pas Si une on me demande oui escroc, de quoi. parler Tu de mon sais tu expertise, savais de quoi tu allais parler, quoi. Tu maîtrisais quand même ton sujet. c'est ça.
Et pour moi, le fait que j'ai 24 ou 25 ou 20 ans ne change rien au fait que, j'ai passé assez de temps sur le sujet pour le maîtriser et pour être capable de le transmettre, tu vois? Sinon, effectivement, je Oui, le ferais clairement, pas c'est pas une question d'âge. et L'expertise n'est pas une question d'âge, on est d'accord, hein? non, clairement. OK. Ah non, c'est assez fou. Alors toi, c'est vrai que tu as réussi par toi-même, tu as pas fait appel à d'autres compétences. Par exemple, tu parles de comptes d'exploitation et cetera. Moi, je t'avoue que pour ma propre boîte, je m'entoure de tas de compétences et notamment de compétences comptables parce que pour le coup, je suis vraiment nul, nul, nul en chiffres. Est-ce que, justement, lorsqu'on se lance en sortie d'école dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'on doit tout gérer soi-même ou est-ce qu'on peut faire appel à des compétences, variées, à des compétences extérieures? Bah, je pense que ça dépend un peu de ta philosophie de ton fonctionnement. Si moi, je sais que je vais avoir c'est une qualité autant qu'un défaut, je suis un peu contrôle fric. Donc ça veut dire que j'aime bien avoir des notions pour comprendre, de quoi il retourne, même si après je le délègue, tu vois? J'ai un expert comptable qui est super, que j'adore, que je conseille à tous les gens qui en cherchent un parce qu'il est vraiment bien quand tu lances ta boîte. Et en fait, oui, ça m'aide d'en avoir un, mais moi, personnellement, mon fonctionnement, c'est que je vais pas croire aveuglément. Je vais checker, je vais parler avec 3 experts comptables si j'ai une question vraiment épineuse pour croiser les informations et en fait, pour moi, avoir des notions personnelles et t'entourer, c'est pas incompatible. Et c'est vrai que moi, j'avais besoin, clairement au début parce que j'avais pas une thune et que je préférais pouvoir internaliser le plus possible. Tu vois, par exemple, les déclarations de TVA, je les faisais moi-même jusqu'à il y a 1 an, jusqu'à ce que je prenne cet expert comptable-là. Parce que ça me prenait pas trop de temps et que je me disais: «Vas-y, je peux le faire», j'ai appris à le faire et voilà, tu vois? Bon, en l'occurrence, j'étais entourée aussi, je connais des personnes qui sont dans le milieu, donc qui m'ont expliqué et tout, tu vois? Mais je pense que c'est pas incompatible, c'est juste que ça dépend aussi de à quel point c'est une partie de ton business qui est capitale. Je pense que sur ce qui fait la valeur de ton business, il faut que tu sois l'expert, tu vois? C'est moi qui fais les appels de vente parce que c'est moi la plus qualifiée pour expliquer ce qu'on fait, puis pour l'incarner et je pense qu'après sur tout ce qui gravite, ce qui fait la structure d'une société, tu seras jamais aussi fort en fiscalité qu'un expert comptable. Donc renseigne-toi si c'est possible, dès que tu as les moyens, paye-en un. Mais disons que je trouve ça sain aussi d'être capable de maîtriser, chaque segment de la chaîne de ta société. C'est 2 approches différentes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en hyper croissance, qui n'ont pas cette philosophie. Moi, personnellement, je sais que tout ce qui est fait dans ma boîte, de la comptabilité au montage, je suis capable de le faire moi-même. Ça veut pas dire que je le fais moi-même à l'heure actuelle, mais je suis capable. Ouais, bah, c'est ton business, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'une entreprise, lorsqu'on est entrepreneur, est-ce qu'on peut dire que c'est notre bébé? Alors, il y a Ah oui, vraiment 2 carrément. écoles, hein, je crois, par rapport à ça, mais toi, tu considères que ta boîte, c'est ton bébé? Ouais. Ah moi, Ouais. j'ai pas d'enfant, hein, forcément, donc mais tu sais, moi, je dis toujours, j'ai une touffe de 5 cheveux blancs pour chaque année de la boîte. Moi, je le vis vraiment comme mon bébé, hein. En fait, c'est mon bébé dans le sens où c'est ce que j'ai créé, et que je l'ai fait naître de ma pensée, tu vois? Donc il y a ce truc-là, même si je me doute bien que ça n'a rien à voir avec le fait d'enfanter, hein, mais effectivement, moi, je le vois comme ça. C'est quelque chose, que j'ai créé de mes mains, par la force de pas de mes mains littéralement, mais de mon cerveau en l'occurrence et à force de travail donc ouais, je le vois comme ça et c'est vrai que, je le vois comme ça mais sans que ce soit, dans l'abus, tu vois? Par exemple, si demain on me propose, une belle somme pour le racheter, je le vends et ce que je ferais pas avec un enfant. Ouais, Donc ça, tu vois, j'espère en il y a tout des cas. limites quand Sinon, même. j'arrête l'enregistrement tout de suite, hein, je t'avoue et je vais te dénoncer à la Non, police. non, 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 on ne vend pas ses enfants. Non, clairement, tu vois, il y a des limites à ça, c'est Ouais. que j'ai réussi quand même à aussi à évoluer et à me dire que c'est certainement qu'une phase de ma carrière et je ferai peut-être pas ça, encore 50 ans, mais pour autant, ça reste quand même, mon bébé dans le sens que je l'ai créé, quoi. Ouais. Alors quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale, on ne sait pas trop dans combien de temps ça va fonctionner. On peut se lancer à un instant T et voilà, est-ce qu'on arrivera à se rémunérer au bout de 6 mois, au bout d'un an ou même avant, j'en sais rien, ou plus tard? Est-ce qu'il y a un moment où il faut vraiment lâcher l'affaire et se dire: «OK, maintenant je me tourne vers, le salariat ou vers un contrat ou vers un autre projet»? Est-ce qu'il Ouais, faut se poser des limites en fait en tant qu'entrepreneur en herbe? c'est hyper intéressant comme question parce que je me souviens très bien quand j'étais à Station F en 2020, j'avais un appel avec un mec que j'avais rencontré 1 an ou 2 avant, qui clairement m'a dit, tu sais, parfois, il faut savoir lâcher prise. Tu vois, ça faisait 2 ans que je travaillais sur la question, qu'on faisait genre, tu vois, 10 000 € de chiffre d'affaires annuel, avec difficulté. Clairement, on pédalait dans la choucroute, tu vois? Et il m'a dit: En vrai, peut-être passer à autre chose», tu vois? Heu, Comme tu le sais, puisque je suis là, j'en ai fait qu'à ma tête et je pense qu'en vrai, tu peux pas te dire en amont, «Je me donne 2 ans et je vois ce qui se passe» ou bon après tu as des contraintes réelles, tu vois? Par exemple, si tu as le chômage pendant 2 ans, tu sais que, bah, tu as cette sécurité-là et puis Oui, tu qu'après, as ce petit matelas de heu sécurité, ouais. ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, pour moi, tu dois prendre des décisions aussi qui vont dans le sens de tes conditions. Moi, je savais que, je pouvais être étudiante encore 3 ans au moment où j'ai lancé ma boîte. Si je partais sur un master, encore 5, tu vois? Donc je savais que j'avais le temps quand même devant moi, même si j'étais persuadée que j'allais en vivre dans 1 an. Évidemment, il n'en est rien et c'est ça surtout, c'est que ça met longtemps. Moi, je fais une distinction quand même entre les gens qui veulent être freelance, où là, tu peux en vivre dans l'année où tu commences
et les gens qui veulent monter un projet qui est plus grand qu'eux, et qui, a pour vocation, du coup, potentiellement de salarier des gens et cetera. Ça, c'est long. Faut être hyper lucide. Tu entends plein de success stories sur LinkedIn, mais la vérité, c'est que la majorité du temps, ça prend 3 à 5 ans. C'est normal, c'est très fastidieux et la majorité des raisons, enfin, la seule raison pour laquelle, en vrai, ça pourrait ne pas marcher, c'est parce que tu vas pas tenir dans le temps, parce que c'est long. C'est long, 5 ans sans faire une thune, et en fait, c'est pas 5 ans parce que, tu pas d'instinct entrepreneurial. En fait, tu mets pas aussi longtemps parce que t'es pas compétent dans ce que tu fais, c'est juste parce que c'est long. L'itération est lente et en vrai, même quand, tu as 40 ans et tu as déjà eu une carrière, dans le monde du travail, ça aide pas plus parce que les mêmes règles s'appliquent pas. Donc je pense que faut juste, prévoir, pour, financièrement être capable, de tenir, si ton projet, c'est de monter une boîte qui a de l'ampleur, et pas d'être freelance pour le coup. Faut quand même savoir que tu peux tenir dans le temps parce qu'il y a fort à parier que ça fonctionne pas en 2 ans, hein. Faut même si je vous le souhaite. Ouais, c'est clair, on souhaite à tout le monde de cartonner assez rapidement. Maintenant, c'est pas forcément évident. Alors là, on parle de comment lancer sa boîte en sortie d'école, mais il y a pas mal d'étudiants et d'étudiantes, et je crois que c'est ton cas du coup, qui lancent leur boîte pendant leurs études, qui travaillent déjà en fait au lancement, à la création de leur business pendant leurs études. Comment on réussit à concilier les deux? C'est-à-dire que les cours, c'est quand même assez prenant, il y a les partiels, etc. Et, ça nécessite quand même beaucoup de temps, tout Ça ça. Ouais. En fait, ça dépend des études que tu fais beaucoup, hein. Moi, mon exemple sera pas forcément représentatif parce que j'ai fait une licence où il y avait genre, franchement, 20 heures de cours par semaine, tu tu laisses que les cours obligatoires où j'allais parce que j'étais boursière, il y en avait peut-être 12 heures, tu vois? Que j'arrivais à comprimer sur deux à 3 jours grand maximum, parce que je pouvais choisir mon emploi du temps. Enfin, tu vois, j'avais beaucoup de quand même de flexibilité. Plus j'avais le statut d'étudiant entrepreneur qui ça est un super hack si tu veux avoir des aménagements. C'est un diplôme d'État que tu peux faire sur 1 an et franchement que je conseille à tous les étudiants qui veulent lancer une boîte. Moi, je l'ai fait bien trop tard, mais si tu le fais la première année de ton lancement, c'est super bien, ça s'appelle Pépite. Et il y a plein de campus, en France, franchement, tu trouveras forcément quelque chose, rattaché à ton école ou près de ta région, et ça aide l'air de rien parce que tu vas être au contact d'autres, étudiants qui veulent entreprendre et puis tu vas avoir des cours, sur la création d'entreprise. Franchement, ça, c'est le meilleur life hack et puis après sur Hum. le temps, D'où le c'est nom une question pépite d'ailleurs. d'organisation, hein. Ouais. Exactement. Et après, ouais, je pense que c'est une question d'organisation beaucoup. Moi, j'avais le confort d'avoir peu de cours et très sincèrement, même pendant mes cours, je faisais acte de présence, mais je travaillais sur Way, Oui. heu, On salue tes qui ne professeurs. m'a pas empêché de valider ma licence, car je suis Ouais. multitâche. Mais effectivement, si tu fais médecine, ça va être compliqué, tu vois? Faut être lucide aussi. J'avais rencontré un étudiant entrepreneur qui faisait médecine et qui du coup, lui, bah, il l'a pas fait pendant la première année, il a bossé dessus plus pendant les années où il avait plus de dispo. Il a fait une année de césure pour s'y consacrer. Enfin voilà, il y a des aménagements que tu peux avoir aussi. C'est possible. C'est possible même avec des études aussi prenantes, c'est juste qu'il faut accepter que tu peux pas, y consacrer l'intégralité de ton existence, vraisemblablement et que, il faut savoir s'organiser de l'un à l'autre, quoi. Après, clairement, ça va en fait, disons que ça va ralentir ta progression, mais ça va pas t'empêcher non plus. Il faut partir du principe que les premières années, de toute façon, tu fais un max d'erreurs, et tu passes beaucoup de temps sur des trucs qui finalement sont pas très utiles. Donc, quoi qu'il arrive, que tu sois étudiant ou pas, ça aurait été pareil à temps plein, tu aurais le même problème. Là, au moins, la contrainte du temps t'oblige à un peu plus réfléchir sur quoi tu t'investis. Enfin, moi, perso, c'est ce qui s'est passé et au final, je pense que c'est pas plus mal, Ouais. quoi, parce que de toute Ouais, en fait, manière, ça te pose, un certain cadre, quoi, en fait. Tu es obligé c'est d'entrer ça, dans ce cadre-là et exactement. c'est un peu assez Ouais. sécurisant, finalement, le cadre. Carrément, OK. carrément. C'est très bête, mais c'est difficile de se lever à 8 heures si tu as aucun impératif, en fait. Donc Ah, je donc suis effectivement, tellement les d'accord cours, avec toi. Je suis team ça grasse te mat, donne un donc je cadre, hein. t'avoue que je suis assez d'accord avec toi, ouais. Quand les Et clients te oui. posent des rendez-vous à 8 heures, bah, au moins, voilà, tu as une motivation à te lever. C'est Et ça. justement, parlons de clients. Comment on trouve ses premiers clients quand on lance sa boîte? Ah là Est-ce là, qu'il faut bah, ça, c'est le forcément se truc que développer un super réseau professionnel sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il faut participer à des soirées professionnelles, aller networker, trinquer avec des gens qu'on connaît pas pour essayer de leur vendre un truc? franchement, tu vois, je suis pas j'ai conscience de pas être certainement la personne la plus qualifiée pour le dire parce qu'il y a une vérité qui est que c'est pas parce que ton produit est génial que pour autant les clients vont le trouver et vont l'acheter. Le marketing, en vrai, est plus important que le produit, même si c'est désespérant. Et moi, j'ai passé beaucoup trop de temps sur le produit et bien trop peu sur le marketing. Et clairement, je compare par rapport à d'autres entrepreneurs qui ont des projets un peu similaires. La force du réseau, la force du networking, la force de LinkedIn, tu peux pas t'en passer. Moi, je pense vraiment que tu peux pas t'en passer, que la meilleure chose que tu puisses faire pour ton business à l'heure actuelle, c'est d'ouvrir LinkedIn et c'est de commencer à documenter la création de ta boîte ou à écrire sur ce que tu veux, de te placer comme un expert de ton milieu le plus vite possible, Ouais, parce mais que c'est attends, cette du coup, visibilité-là qui va le plus te servir.
je me permets de te couper, mais ce que tu es en train de nous dire, en fait, c'est que le marketing est plus important que le produit, quoi, en fait. Il vaut mieux investir dans le marketing que dans son produit au début. Limite, en fait, tu as 0 produit, si tu investis dans le marketing, tu crées ton produit dans un second temps, quoi. En vrai, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que si ton produit pue la merde, il pue la merde, hein, tu trouveras pas d'acheteur, pour autant. Mais disons qu'entre, tu vois, moi, j'ai un peu ce truc-là de perfectionnisme et de vouloir un produit parfait, qui, en l'occurrence, moi, fit parfaitement avec la cible B2C et de penser que, bah, naturellement, il va intéresser la cible B2B. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'en réalité, les codes sont différents aussi et que je pense qu'il faut un compromis entre un produit que tu trouves, suffisamment qualitatif, que tes clients potentiels trouvent suffisamment qualitatif, mais pas investir toute ton énergie dedans non plus. Parce que si derrière tu es très mauvais sur la vente, bah, tu as perdu ton temps, quoi. C'est pour moi, c'est un équilibre à trouver entre les 2 parce que si tu vends quelque chose qui a pas de valeur perçue, effectivement, tu vas pas le vendre. Mais d'un autre côté, si tu as une super valeur perçue, mais tu as pas de processus de vente, bah, tu vas pas vendre non plus. Ouais, c'est ça qui est assez fou, en fait. Tu fais des millions de vues sur Why le Média, donc la boîte que tu as créée et beaucoup, Ouais, beaucoup de commentaires. On peut le voir sur, TikTok, sur Insta, sur, tous les réseaux sociaux et maintenant, en fait, le step d'après, c'est de trouver un max de clients qui trouvent de la valeur à tout ça et ça a énormément de ça valeur aide. puisque forcément les clients vont chercher à s'adresser à une communauté et toi, ta communauté, elle est hyper, hyper large. Il y a énormément de personnes qui te suivent. Donc ouais, je comprends l'idée, c'est hyper intéressant. Donc bah, maintenant, go investir dans le marketing. Maintenant, on a parlé clients, vente, on a parlé marketing. J'ai bien envie, peut-être pour conclure notre enregistrement aussi, de parler de recrutement. Je crois que toi, du coup, tu t'es entouré d'une équipe, tu as travaillé avec quelques personnes. À quel moment on se dit, il faut que je recrute? À quel moment est-ce qu'on ne peut plus travailler seul, mais on doit absolument embaucher des gens? Bah, c'est aussi, quelque chose sur lequel, j'ai fait beaucoup d'erreurs, hein. De toute manière, toutes les choses que j'ai fait pour la première fois pour la boîte, généralement, j'ai fait de la merde et après j'ai tiré des leçons de mes erreurs et j'ai fait mieux après. Et typiquement, le recrutement est un très bon exemple, j'ai recruté bien trop tôt. Tu vois, moi, par exemple, je suis tombée sur l'année du covid où il y avait des financements pour l'alternance et je me suis dit: «Bon, bah, en soi, je suis toute seule, j'ai pas d'associé, j'ai besoin d'un backup sur un certain nombre de missions, je vais recruter». Sauf que, ça prend du temps de recruter et de former quelqu'un, encore plus un apprenti, c'est normal, c'est le concept de l'apprentissage, et ça, c'est du temps que tu investis pas sur quelque chose, d'autre. Donc je pense que le meilleur moment pour recruter, c'est quand tu n'arrives plus à gérer le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tu vends plus de projets que tu as la capacité d'en produire. Mais moi, je reste convaincue que les boîtes saines sont les boîtes qui fonctionnent avec l'équipe associée. C'est plus facile quand tu es plusieurs. Genre, si tu es 2 et que, tu as un CEO qui vend bien et un, COO qui fait l'opérationnel, qui produit ce que le CEO a vendu, ça peut tourner longtemps. Tu vois? Tu as pas besoin en soi de quelqu'un d'autre et en soi, par exemple, tu peux être tout seul et avoir une logique un peu de freelance et simplement, bah, passer en entreprise structurée, recruter quand tu sens que tu as tellement d'acquisitions que, tu arrives plus à la gérer tout seul. Je Donc pense une que c'est le entreprise seul saine, bon elle moment. fonctionne plutôt en flux tendu, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'elle va Au recruter début, oui. lorsqu'elle aura plus les capacités de répondre aux besoins des clients. Ouais. Bah, parce qu'en fait, c'est le seul moment où tu as vraiment prouvé qu'il y avait un marché assez porteur pour que ça justifie des recrutements. C'est pas du tout ce que j'ai fait, hein. Ouais. Mais même encore récemment, tu vois? Typiquement, on a une subvention de la région Île-de-France il y a 1 an et demi et j'avais dit que j'allais investir l'intégralité de la subvention en masse salariale. Parce que le problème, c'est que moi, j'étais sur un segment où je savais qu'il fallait que je produise beaucoup avant d'avoir un produit qui était suffisamment intéressant pour pouvoir passer à de l'exécution et avoir plus de chiffre d'affaires. En réalité, l'histoire m'a prouvé que j'avais raison, mais c'est un risque conséquent avec lequel il faut savoir, vivre aussi parce que tu dépenses des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros pour certaines boîtes, sans savoir si un jour tu atteindras une rentabilité. Ouais, Donc c'est ça. selon C'est moi, risqué, c'est en fait, de pas recruter, quoi. C'est vrai que ça, on s'en rend pas bah, ouais, forcément compte. On a l'impression que les employeurs, pardonne-moi l'expression, mais sont tous des cons. Mais en fait, recruter, c'est quand même risqué. Ça coûte cher, en bah, fait, à surtout l'entreprise. que ah oui, clairement, bah, surtout qu'en France, il faut être lucide, hein, les charges, je sais qu'il y a des gens qui détestent qu'on appelle ça des charges, mais pour une entreprise, c'est ce que c'est, les charges, patronales et sociales, c'est colossal. Ça veut dire qu'en fait, tu as 2 possibilités. Soit tu veux, pas, exploser tes coûts et donc tu recrutes des apprentis qui sont juniors que tu vas devoir former et en fait, ça, tu le payes en temps parce que tu vas passer énormément d'énergie, dépenser énormément d'énergie dessus. Et donc du coup, tu es exonéré de la majorité des charges, donc ça te coûte moins cher, mais tu dépenses plus de temps et d'énergie. Ou alors, tu veux passer à l'étape d'après et recruter des gens qui sont peut-être un peu plus expérimentés, donc du coup, ça va exploser tes budgets avec les charges patronales et salariales. Littéralement, pour, quelqu'un que tu payes, 2 000 €, tu dépenses, quasiment le double. Donc il faut commencer à avoir un peu de trafic, tu vois? Pour, un peu de trafic de clients, un peu de chiffre d'affaires, avoir une visibilité quand même sur ce que tu fais pour investir de telles sommes, tu vois?
Sinon, tu vas cracher ta boîte en 1 an et ton fonds de roulement, va pas tenir, quoi. En fait, ouais, il y a vraiment un mot-clé, qui ressort un peu de cet échange, hein. En tout cas, ce que je ressens, c'est cette notion de se sécuriser. C'est-à-dire créer sa boîte en sortie d'études, OK, mais le timing va dépendre, de ta sécurité personnelle, ta sécurité financière. Est-ce que tu peux vivre, sur, tes fonds propres, en gros, pendant, 2-3 ans ou 6 mois et donc te poser cette limite-là? Et pareil, lorsque tu développes ton entreprise, est-ce que tu as suffisamment d'argent en trésorerie pour qu'elle continue à vivre sans recruter ou, OK. Non, mais je vois le truc. Non, mais parce qu'en fait, tu sais, c'est intéressant comme sujet parce qu'il y a débat. Il y a débat là-dessus parce que c'est le positionnement que j'ai. Je sais que c'est pas celui de la majorité des entrepreneurs et je pense que quand tu es étudiant et que tu lances ta boîte, c'est ça au début, mais qu'à un moment donné, il faut accepter qu'il y a un point de bascule aussi, tu vois? C'est-à-dire que quand j'ai lancé la boîte, j'ai pris un risque mesuré. J'ai investi 20 000 € en fonds propres dedans, les économies d'une vie et c'était un gros risque à l'époque, parce que c'était les économies de ma vie, tu vois? Mais en fait, le truc, c'est qu'avec la boîte qui croît, tes risques croient aussi. Donc c'est-à-dire que maintenant, c'est plus 20 000, c'est 50 000, c'est 60 000, c'est des plus grosses sommes et les risques doivent toujours être mesurés et calculés, mais c'est aussi plus difficile de les prendre parce que, bah, 20 000 €, c'était les économies d'une vie, mais bon, en soi, j'avais rien à perdre, tu vois? Là, ce que j'ai à perdre, c'est ce que j'ai déjà construit. Et c'est vrai que, pour le coup, il y a un moment quand même où il faut savoir augmenter tes risques. Et la jouer safe jusqu'à ce que ça fonctionne, OK, mais une fois que ça commence à fonctionner, si tu veux évoluer, si tu veux croître, il faut continuer à avoir le même niveau de risque. Il y a pas de secret, hein, gros risque, gros bénéfice, mais je pense qu'il faut savoir moduler et je sais que moi, pour le coup, là, je suis dans le moment où il faut aussi accepter de prendre davantage de risques, parce qu'au bout d'un moment, comme on me le répète souvent, l'argent est un flux, pas un stock, donc à nuancer. C'est un peu la roulette, mais tu maîtrises quand même certains sujets. La roulette, c'est complètement aléatoire. Maintenant, ton entreprise, tu maîtrises quand même pas mal de choses. Ouais, c'est ça. Tu es En quand fait, même c'est à ça, la c'est manœuvre. que disons qu'au début, tu vas faire des erreurs, donc moi, je trouve ça simple de faire des erreurs avec 20 000 € et pas avec 200 000, tu vois? Ou avec 2 millions pour, certaines boîtes qui font des très grosses levées. Après, quand tu sais un peu plus ce que tu fais des risques, tu prends des risques qui sont vraiment très calculés. Mais il faut du coup continuer d'en prendre parce que si tu en prends pas, tu vas pas croître, c'est inévitable. Alors ma dernière question, un petit peu sensible, hein, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se posent cette question-là. Est-ce qu'on s'associe ou est-ce qu'on s'associe pas? Est-ce Ouais. que c'est risqué de s'associer et de s'embrouiller Ah justement là avec là. ses associés potentiellement un jour? Ou est-ce que tu peux pas justement faire croître une boîte, comme Jaja si tu t'associes pas? Ouais. Ah, c'est pareil, ça, j'ai pas mal changé d'avis là-dessus. Moi, au début, j'étais persuadée que j'avais besoin d'un ou d'une associée et il s'avère que, je voulais monter la boîte avec, une amie de fac et puis finalement ça l'a pas fait et donc du coup, je me suis dit: «Bah, tant pis, je vais le faire toute seule». Et jusqu'à présent, j'en étais contente. Tu vois, jusqu'à cette année, je me disais: «C'est tant mieux» parce que, moi, j'étais contente avec le fait d'être seule décisionnaire, d'avoir full liberté sur ce que je mettais en œuvre aussi. Hem Et puis, bah, tout simplement, tout le gâteau est à toi, à la fin. Là, j'arrive à un moment quand même où je me rends compte que ça a des limites et que si je veux croître, il faudrait que je m'associe. Il faudrait que je m'associe avec quelqu'un qui a, des compétences complémentaires, et j'ai entendu un mec, bah, c'est Théo, Lion, le fondateur de l'agence Kudak, qui en parlait dans une vidéo YouTube qui disait, et c'est lui-même entendu d'un autre entrepreneur, je sais plus qui du coup, mais qui disait que, les bonnes associations, c'est les gens qui veulent, la même chose pour la boîte, mais des choses différentes pour eux-mêmes. Ouais, OK. Et je trouve que c'est très bien résumé parce qu'en fait, on a toujours du mal à se dire: «OK, qu'est-ce qui fait une bonne association?» Déjà, évidemment, des gens complémentaires en termes de compétences et en termes d'appétence, tu vois, aussi dans ce que tu as envie de développer. Typiquement, moi, ça n'aurait aucun sens que je m'associe avec quelqu'un qui veut être directeur artistique. C'est déjà ce que je fais le mieux. À quoi bon? Je sais que ma lacune, elle va plus être sur la partie, vente, sales, tu vois? Sur l'appétence pour le business, pour le networking, pour se poster sur LinkedIn et cetera. Moi, c'est la partie qui est le plus procrastinée parce qu'elle me donne envie de mourir, clairement. Donc, il faut trouver un Carrément. complément de ce pourquoi toi, tu es performant et je pense qu'effectivement, c'est ça aussi, que par contre, vous ayez pas les mêmes raisons d'entreprendre pour vous-même, tu vois? C'est ce que donnait, Théo comme exemple, si vous voulez tous les 2 être le visage de la boîte, il va y avoir un problème, tu vois? Faut que vous ayez des motivations personnelles différentes, parce que sinon il peut y avoir des moments où, bah, il y a des points de litige trop importants et ça peut faire capoter des boîtes et c'est qui tout double. Avec un associé, tu peux avoir, ce truc de, bah, la boîte va capoter parce que, vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord et je crois que c'est la majorité des raisons pour lesquelles les startups crashent. Mais d'un autre côté, je pense que pour arriver à un certain niveau, si tu veux vraiment avoir une boîte qui commence à peser un peu, tu es obligé de passer par une association parce que tu peux tout simplement pas tout faire tout seul. Ouais, juste curiosité, hein, ce qui doit être justement le visage de la boîte? Est-ce que c'est forcément le commercial? Qui est le Philippe des To Be Free, en fait? C'est une bonne question. Je pense que ça dépend de ton business. Je trouve que c'est plus intuitif que ce soit le commercial, effectivement, le
Mais typiquement, tu vois, moi, si je m'associais avec, quelqu'un qui serait plutôt en commercial, bah, je resterais certainement le visage de la boîte vu que je le suis déjà. Et que moi, après, il y a une corrélation avec le fait que j'ai une audience, B2C aussi. Mais, en fait, je pense que ça s'exclut pas que tu représentes, une partie de la boîte différente, mais tu vas toujours avoir quelqu'un qui va plus, l'incarner. Généralement, c'est les CEO, clairement. Après, est-ce que c'est absolument indispensable? J'en sais rien. J'en sais rien parce que je pense que c'est vraisemblable, que tu aies un quelqu'un qui est super bon en commercial, mais qui a pas forcément envie de l'incarner et auquel cas, bah, pourquoi ce serait pas l'autre, tu vois? Genre le CMO ou quelqu'un qui a une appétence pour le marketing et pour la com, quoi. Il y a pas forcément de règles, par rapport à ça? Je pense qu'il y en a pas tant que tu as une association où il y a un équilibre, en fait, en soi, les 2 peuvent être, un bout de l'image, tu vois? Les 2 peuvent être sur le devant de la scène, mais disons qu'effectivement, si c'est leur priorité à tous les 2 que d'incarner l'image, voilà, parce que Ouais, ça va être de se faire problématique, saucer ça risque finalement, d'aller au bah clash, oui, quoi. Ouais. Mmh. bah oui. Ouais, je comprends. Mais si c'est pas dans leur, top priorité, et que juste ils le font parce qu'il faut le faire pour la boîte, bah, c'est assez sain. Bon, bah, trop cool. En tout cas, merci beaucoup, Jade, pour tous ces bons conseils. Franchement, ça fait super plaisir Avec d'avoir plaisir. échangé avec toi. Je précise qu'on n'avait pas du tout préparé cet échange, donc c'est vraiment Oui, du sans filet. On espère en tout cas que vous avez adoré cet échange et que ça vous aura bien servi. Encore merci beaucoup, Jade. avec plaisir. Et rendez-vous sur Why le Média. Tout à fait. À plus, Jade. Salut. 3, 2, 1. L'influenceur avec un grand H, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain. À bientôt!